Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, la francophonie, ou bon matin, ou bonne nuit, peu importe où ce que vous soyez dans cette belle francophonie. Bienvenue à cette émission Web Télé Les Voix du Cœur, accompagnée de notre chroniqueur Martine Chagné, présidente d'Agora Ressources, d'Agora Ressources. Et là, j'ai mis un autre nom, la chronique d'entrepreneurs proactifs. Bon matin, Martine. Et bon matin, Mario. Ah! Quel plaisir d'avoir une chronique sur les entrepreneurs et c'est une chronique qui va amener beaucoup d'informations sur ceux qui sont soit déjà en entreprise ou qui vont démarrer leur entreprise ou qui sont en train de faire tout le processus de démarrage. Aujourd'hui, tu nous amènes comme sujet de l'émission, est-ce possible de partir à zéro? 2 secondes, les amis, ça sera pas bien long parce qu'actuellement, mon PowerPoint à moi a disparu. Lancer son entreprise en partant de zéro, Martine, est-ce possible? Eh ben oui, merci Mario. Oui, c'est vrai, c'est possible. Et je m'adresse précisément ce matin pour certaines personnes qui sont en transition de carrière, qui veulent penser peut-être à une autre avenue, ou d'autres qui veulent créer leur propre emploi. Alors, lancer son entreprise à partir de zéro, c'est un vrai sujet. Les gens se posent la question, est-ce que c'est possible? J'arrive un petit peu avant la retraite, peut-être dans leur tête, ils vont penser, est-ce que je peux, après tout, me lancer à mon compte? Puis, c'est dans cette idée-là que je veux partager mon expérience et puis vous donner quelques conseils qui vont éviter de faire des erreurs, mais qui vont aussi vous aider avant de vous lancer en entreprise, vous apporter des réponses pour vous sécuriser. Donc, je m'adresse précisément à ces deux publics, ceux qui sont en transition de carrière ou ceux qui souhaitent créer leur propre emploi. Et puis, n'hésitez pas d'interagir si vous avez d'autres idées que vous voulez nous faire partager. Parce que l'essentiel, là, c'est de véhiculer des idées utiles pour tous ceux qui veulent se lancer en affaires, se lancer dans leur entreprise. Effectivement, et on invite les gens, effectivement, oui, à laisser le commentaire et suggestion. Donc, se lancer en affaires, c'est une tâche qui demande quand même beaucoup de mise en place et tu vas nous amener justement tous ces points-là du début, hein, parce que on a 12 magnifiques chroniques actuellement pour vous, auditeurs, auditrices qui désirez avoir de l'information. Et dis-moi, Martine, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut emmener justement la décision de lancer justement une carrière, parce que moi, j'ai une petite société actuellement et je suis loin d'avoir appris tous les processus et les rouages. Et souvent, j'ai des craintes, j'ai des doutes. Est-ce qu'on peut on peut en parler de ces doutes-là? Parce que Absolument. Absolument. Vois-tu mon écran? J'essaie de te le partager. c'est arrivé. On est avec Excellent. vos doutes. Excellent. Alors, c'est ça, j'essaie de réfléchir sur les doutes qui peuvent nous assaillir, hein. Ça peut prendre beaucoup de place. Donc, si on n'est pas indépendant de fortune, si on n'a pas suffisamment d'argent sur son compte de placement épargne, on peut avoir peur de manquer d'argent. Oui. Alors, ça, c'est une peur. Une peur, c'est une émotion qui nous est communiquée. Il faut pas se laisser habiter par ces peurs. Donc, c'est ça. Ensuite, il peut y avoir aussi plusieurs idées. On peut se dire, mais laquelle je vais choisir? Est-ce que je me lance dans ce choix-là ou on hésite pour aller vers un autre choix puis on est ambivalent? Donc, c'est normal d'être habité par des doutes à ce stade-là. On peut aussi manquer d'idées, se dire, bof, après tout, je suis peut-être pas bon pour être sûr que je vais réussir, c'est un pari risqué. On peut être en absence de créativité. C'est ce que j'appelle le désert mental. Oh. Oui, le désert mental, c'est un cheminement où quelque part nos peurs et puis d'autres facteurs peuvent nous empêcher d'être créatifs. Alors, si on ne sait pas si on peut vivre de cette activité, on va avoir des incertitudes financières. Et puis, on sait que dans bien des entreprises, c'est le haut, il y a de l'argent qui rentre, puis on travaille fort sur les mandats ou sur les contrats ou sur ce qu'on veut livrer comme produit. Puis ensuite, on n'a peut-être pas planifié, on a des creux. Donc, c'est légitime d'avoir des incertitudes à ce niveau-là.
Puis notre entourage, là, est des fois pas le meilleur conseiller. Ils peuvent être sceptiques ou peu confiants à l'idée qu'on prenne un risque. Donc, on peut se trouver en tant qu'entrepreneur dans un réel isolement social. Donc, c'est aussi la vocation là, de ce projet de répondre à finalement toute cette mission autour de l'entrepreneuriat. Puis, certaines personnes auront gardé peut-être le projet secret, ils n'en auront pas parlé parce qu'ils se sentent pas prêts. Alors, pour pas qu'ils soient arrêtés, à remettre cette idée pour plus tard parce qu'ils se disent j'ai peut-être pas toutes les conditions gagnantes pour me lancer, c'est peut-être bon pour les autres mais pas pour moi. Ben, j'ai trouvé que cette conversation qu'on a ce matin peut les amener à moins procrastiner, donc à moins retarder l'idée de démarrer leur business ou leur projet d'entreprise. Alors, pour récapituler, il peut y avoir des insécurités financières. Puis là, je veux amener de la clarté sur le projet, amener aussi de la confiance en soi, puis quelque part les inviter à convaincre et à déclarer ce qu'ils veulent faire. Effectivement. Alors, je donne pas tous les outils, c'est dans des, comment dire, ce sont des séries générales, mais ensuite, je développe des outils que je vais pouvoir communiquer avec un paquet que je mettrai à la disposition des personnes intéressées et à un prix très abordable. D'accord? Donc, on arrive et oui, effectivement, oui, ces doutes-là, c'est des réalités. Hein, la peur de manquer d'argent, l'incertitude, là, et j'ai aimé le désert mental, mais c'est de vraiment fixer son objectif et ça va aider l'accompagnement que tu apportes, ça va aider justement à faire la clarté justement sur l'idée qu'on veut mettre en place. Absolument, absolument. Wow. Et là, on entend souvent, on voit souvent des gens partir en entreprise. On en voit chaque jour, on en voit sur les réseaux sociaux, on en voit dans notre entourage, on voit que la réussite peut arriver. Mais moi, souvent, quand j'ai commencé au début, je pensais toujours que les autres étaient capables et que moi, c'était pas pour moi. Ben, on en est tous là au début, on a nos propres doutes qui nous inhibent ou qui nous arrêtent ou qui nous ralentissent. Et moi, j'ai voulu juste citer qu'un seul exemple d'un garçon que j'aime beaucoup en le regardant cheminer. Au début, il n'a pas été parfait dans son cheminement. On se demandait où il voulait aller, mais en bout de ligne, il a bien géré ses entreprises. Il a même écrit un livre qui est un best-seller. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et il s'est intéressé à comment travailler moins, comment ne pas manquer d'argent, puis jouir de la liberté d'action financière. Il voyage 6 mois par an, il semble heureux. Alors, il a du temps libre et je me suis dit, c'est intéressant de le citer. Alors, là, voilà son livre, c'est Olivier Roland. Certains peut-être suivent ses vidéos d'entrepreneurs rebelles où les gens rebelles, je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus. Je l'écoute et puis j'ai pas retenu son nom, mais en tous les cas, je le regarde aller puis je me dis waouh, ça c'est quelque chose. Hein. Il a raté ses études, mais il a choisi de bâtir son entreprise avant de passer l'équivalent du DEC au Québec et le bac en France. Et puis, il a eu des temps creux au début, mais au bout de ligne, il a le succès qui est vraiment là. Et il voyage 6 mois par an, c'est génial. Oui, et effectivement, Olivier dit que la clé de la liberté pour les entrepreneurs est les rebelles intelligents. Oui, les rebelles intelligents. Voilà, mais tu le connais aussi alors. Et oui, chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés, avec beaucoup d'excellentes vidéos. J'ai découvert grâce à toi, quand on a commencé ensemble et que tu m'as nommé cet individu-là, je me suis curieusement, par ma curiosité, je suis allé le découvrir et wow! Oui, oui. Puis ce que j'aime, c'est qu'il a une sagesse avec le temps, il a une profondeur dans ce qu'il amène, il a des vraies techniques concrètes, il apporte des solutions dans les entreprises. C'est pas uniquement un infopreneur, c'est vraiment un service complet. Je trouve que c'est très inspirant. Oui, effectivement. Et là, ben, on passe par la passe des doutes. Après ça, on y va, puis on continue. On a eu, on a la preuve que la réussite, hein, ça s'installe et ça peut appartenir à tout le monde aussi. Tout ce qu'on met des mains en place, et ça, ben, ça nous permet d'atteindre des rêves.
Oui, oui, c'est ça. Puis nos rêves, hein, les rêves de petits garçons ou de petites filles qu'on a eus. Vous savez, quand on se levait du lit en sautant de joie, ce qui n'est pas toujours le cas en grandissant, ben, il faut les garder. Il faut les garder, ces rêves. Et puis, faut avoir un travail qu'on aime. Un travail qui est à notre service. C'est un petit peu ça, le rêve. Hein, plutôt que d'être au service de son travail, hein, de faire des grandes heures pour son travail. Et puis, il y a le travail, le temps d'aller au travail. Et quand on est rentré chez nous, on pense encore au travail. Ça, Ouais. là, c'est un peu trop de travail. Donc, il y a un travail qu'on aime et être au service, avoir le travail à son service. C'est ça. On enlève tout ce qui nous ennuie, on prend des horaires flexibles, un cadre de détente, et puis avoir du temps pour soi, pour ce qui compte, puis gagner suffisamment pour vivre. Alors, Oui. on est reconnu aussi par ce qu'on fait, là. Ça fait du bien, je dirais, pour la personne. Et puis, recevoir la reconnaissance des autres qui apprécient nos services ou nos produits. Ben, c'est un peu l'artisan, là. Mais il y a un réel plaisir, une réelle satisfaction de réaliser des rêves comme ça. Donc, c'est possible. Je dis pas qu'on va être millionnaire, mais je dis qu'on peut quand même trouver un équilibre et avoir une vie passionnante. Et dans ces beaux petits points de rêve-là que tu viens de nous partager, que tu viens de nous énumérer, quand que ça commence juste à s'appliquer dans ce qu'on est, la gratitude qu'on reçoit aussi, c'est vraiment extraordinaire et ça donne l'énergie de continuer, effectivement. Absolument, absolument. Mais tu sais, comme dans tous les cas, Ah, il y a aussi une autre l'envers, hein? facette de la médaille. Hein. Effectivement. Il y a le côté brillant qui est tout beau. Oui, oui, on dissipe nos doutes. Oui, oui, on se lance. Je dirais, on envoie son chapeau, mais après, il faut aller le récupérer. Oui. Et l'autre facette de la médaille, ça, c'est que les entreprises de moins de 5 ans sont très fragiles. Beaucoup font faillite. Je crois qu'en France, c'était en 2016, 62 000 entreprises, des petites entreprises qui ne poursuivaient pas ou quelque chose comme ça. Nous, ici au Québec, on sait très bien qu'il y a un réel défi à franchir le cap des 5 ans. Oui, effectivement. Et souvent aussi, les travailleurs indépendants, les travailleurs autonomes ou les auto-entrepreneurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils ont un conjoint qui gagne bien la vie ou ils sont obligés de travailler à temps partiel pour y arriver. Alors, c'est une autre réalité. Il y a aussi les couples qui sont atteints. Malmenés à l'occasion. Voilà, voilà, parce que les problèmes sont chez soi, là. Du Oui. coup, l'entreprise est des fois à la maison, et puis il peut y avoir des taux de séparation. Donc, c'est un défi additionnel. Puis, j'oublierai pas non plus le risque de surmenage professionnel, de burn-out Oui. parmi les entrepreneurs. Puis, les signes avant-coureurs sont pas toujours visibles. Donc, si l'entrepreneur aime son travail, il est tellement passionné que des fois, il ne va pas entendre les signaux de son corps, puis il peut faire un burn-out. Alors, les abandons de projets dès la première année sont réellement présents. Il y a un risque, Donc, il faut se préparer pour que le projet puisse dépasser le seuil de la deuxième année, de la troisième, la quatrième, la cinquième. Et c'est un cycle de vie. L'entreprise est souvent en phase de déstabilisation, mais c'est correct. À chaque fois qu'il y a une croissance, il faut se réajuster. Donc, faut tenir compte de cette autre facette, mais il faut pas s'arrêter. Il faut trouver les moyens pour dépasser finalement les écueils de cette autre facette. Effectivement, continuer à avancer, à y croire, à aller chercher les outils nécessaires pour notre accomplissement. Comme que tu le fais actuellement, c'est tout un coffre à outils que tu peux offrir à ces gens-là, futurs ou entrepreneurs actuellement qui sont en dedans de ces 5 ans ou qui se posent encore la question. Et en parlant de questions, Martine, on a des questions qu'on peut se poser facilement, que tu viens de nous afficher, comme dans quel domaine je dois me lancer, comment je fais pour vivre si mes revenus sont pas au rendez-vous. Puis le plan d'affaires, c'est-tu indispensable? Voilà. As-tu fait ton plan d'affaires dans ton entreprise? Non. Pas encore. Tu vas voir ma réponse là-dessus. Parce qu'on me parle souvent de plan d'affaires, puis je fais comme... Alors, c'est ça. Dans quel domaine me lancer? Je dirais, j'ai fait un petit diagramme de veine pour le montrer. Et puis, regardez d'abord vos forces.
Yes. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce qui vous passionne? Puis, quel profil avez-vous? Puis, qu'est-ce qui vous manque? Parce que pour se lancer en entreprise, il faut quand même avoir des forces, mais il faut aussi avoir des personnes qui font partie de notre réseau et qui vont être des compléments. Oui. Au moins au début. Il faut regarder aussi les besoins du client, parce que si le client n'a pas besoin de parapluie, ben, c'est pas la peine que je produise des parapluies. Effectivement. Donc, quelle solution je vais réellement apporter? Est-ce qu'il pleut chez le client? Est-ce qu'il veut mes parapluies? Bon, ensuite, quel problème je vais résoudre? Qui sont mes clients potentiels? Il faut les trouver. Les clients qu'on veut sont des clients uniques. Et puis nous, on a une valeur unique à leur apporter. Donc, c'est ce qu'on doit rechercher. Donc, on va se situer tranquillement dans la zone d'intersection entre les forces, les besoins. Mais pour que nos clients achètent, il faut qu'on soit crédible. Oui. Donc, pour être crédible, il y a quelques questions à se poser. Premièrement, est-ce que ma formation est reconnue par un ordre professionnel ou par une association professionnelle ou par des pairs? Alors, est-ce que, deuxièmement, mon expérience professionnelle va me permettre de trouver des clients parce qu'ils vont avoir confiance en moi? Donc ça, c'est très important. Avoir une formation et une expérience. Souvent, il y a des jeunes qui veulent se lancer en entreprise, ils n'ont que la formation. Je leur dis, hop, si c'est une formation trop théorique, comme on voit dans certaines écoles de commerce ou dans certaines universités, je dis danger. Vous ne lancez pas en affaires si vous n'avez pas une expérience professionnelle. À mon sens, ça prend quand même une vraie expérience professionnelle pour avoir un succès rapide. Donc, si vous n'avez pas de formation, ben c'est certain que vous pouvez transformer, si vous êtes jeune, vous voulez vraiment être un entrepreneur, ben, bâtissez votre CV d'entrepreneur. À ce moment-là, vous pouvez le faire en cherchant des premiers clients qui vous connaissent, qui vont tester vos produits et qui vont pouvoir faire un témoignage. Donc, ça va venir renforcer votre expérience. Et puis, si vous n'avez pas de formation, moi j'ai vu des personnes, même immigrantes, qui voulaient se lancer dans de la restauration thématique et qui n'avaient pas du tout de formation dans le pays où elles voulaient se lancer. Je leur ai dit de ne pas se lancer parce que c'est une erreur. Il faut vraiment être reconnu, comprendre aussi la culture de la région où on veut commercer. Alors ça, c'est important. Pour résumer, c'est l'intersection entre les forces, les besoins du client et la confiance que le client nous accorde qui vont faire qu'on va faire des affaires. Donc, si on trouve nos forces, on va trouver le domaine où on veut se lancer, on va savoir à qui on s'adresse, et puis on va travailler pour être crédible. Quel beau tableau que tu viens de numérer là, et moi, ça vient me montrer plein de belles choses aussi en même temps, parce que oui, c'est important justement d'aller chercher le centre de nos forces passions. J'adore ce que je vois ce matin. Merci Martine. C'est parfait. C'est parfait. Et... Alors, veux-tu que j'aille à la question 2? Oui, ça là la question. Hein? Comment je fais pour vivre si les revenus ne sont pas au rendez-vous effectivement? D'accord. Alors ça, c'est une super bonne question. C'est pas évident d'avoir les revenus au début, on l'a dit. Alors, il y a le stress du financement. C'est un vrai stress. C'est même dramatique des fois si on se laisse envahir par cette idée que on n'a pas assez, on a trop peu, on manque de quelque chose. C'est débile. Donc, pensons à notre phase de pré-démarrage du projet d'entreprise. Ça nécessite des recherches sur le terrain. Donc, il faut continuer à comprendre le marché, à découvrir qui vont être nos alliés, nos partenaires, qui vont être ceux qui vont nous inspirer et puis donc qui ont déjà une longueur d'avance et qu'on va suivre, et puis chercher aussi des formations complémentaires. Donc, il faut se préparer. Il faut aussi avoir un minimum de fonds de démarrage.
un capital de fonds, ou bien alors, si on l'a pas, il faut pouvoir vivre avec un emploi à temps partiel. Moi, je me souviens au début, malgré mon fonds de démarrage, j'avais fait un repositionnement stratégique et à ce moment-là, il y avait une période charnière où pour vivre avec le même niveau de vie, j'étais obligée le soir d'aller travailler en télémarketing. Bon, il n'y a pas de sous-métier. Il suffit juste de trouver les moyens pour y arriver. Et dans la mesure où pour moi, dans ma logique, j'étais pas en compétition avec mes horaires de bureau, puisque mon travail se jouait de 8 à 5, ben, j'étais tout à fait correcte avec ce choix-là et ça m'a permis de passer ce cap difficile des premières années en travaillant plus fort, mais en pouvant réussir la journée à travailler sur mon projet. Donc, n'hésitez pas à trouver des plans B pour pouvoir y arriver plutôt que d'abandonner. Et puis, explorer aussi les aides gouvernementales qui peuvent être aussi vous apporter de l'autonomie financière. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de programmes qui existent. Il suffit juste d'aller faire les démarches et d'aller se faire accompagner aussi parce que des fois, c'est pas toujours évident de trouver tous les points à aller chercher ou les documents. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, absolument. Ah! Voilà, on arrive à la question 3. La fameuse question. Le fameux plan d'affaires qu'à toute fois je m'adresse à quelqu'un, on me dit, est-ce que tu as un plan d'affaires? Est-ce que c'est indispensable, oui ou non? Oui, alors bon, c'est sûr, ça prend un plan d'affaires à un moment donné. Mais pour un plan d'affaires, pour le faire, c'est de la grosse brique, hein, c'est un gros document quand même. Faut connaître son marché, faut connaître ses produits, il faut avoir des données fiables. Donc, prendre en compte toutes les situations probables aussi pour assurer la pérennité du projet. Tu connais sûrement les facteurs PESTEL, là, où on va prévoir tous les risques pour apporter des solutions. Tout ça, ça demande beaucoup d'informations et de travail, je dirais, administratif ou clérical. Ben, je vais te donner une réponse là qu'on ne dit pas d'habitude. Avant de vous lancer en affaires, avant d'écrire même votre plan d'affaires, n'y pensez pas au début. Commencez par un test de marché. Si je veux vendre des trousses comme ça qui sont belles, hein, pour moi, elles sont avec des broderies, bon, et que je commence à trouver 10 acheteurs dans mon entourage qui vont me dire « Ah, ben, elle s'ouvre comme ça, je préférerais qu'elle s'ouvre en bas. » ou d'autres informations. Et pendant ce test de marché, je vais acquérir de l'information sur mon marché qui vont m'aider quand je vais faire mon plan d'affaires. Donc, testez vos produits avant de faire votre plan d'affaires. De toute manière, vous aurez besoin de ces informations après. Réalisez des ventes déjà et recueillez les informations précieuses pour votre niche. Parce qu'il vaut mieux abandonner une niche qui peut-être est très concurrencée pour une autre dès le début quand j'ai pas trop investi. Donc, plan d'affaires, pas forcément au début. Test de marché, oui, certainement, et en premier avant le plan d'affaires. Ça s'en vient bien d'abord, mon affaire. Voilà, c'est pas ça ce que tu fais. Tu te lances dans la piscine, tu commences à nager, puis ensuite tu vas savoir ce que tu veux. Effectivement, si je fais pour nager une longue distance, ben je nagerai une longue distance. Si jamais je cale, je me sortirai, je prendrai de l'air et je regarderai la situation de nouveau. Absolument, puis tu prendras une bouée pour peut-être si bon, peu importe, mais c'est ok. Effectivement. On reste pratique, on veut pas investir trop avant d'être sûr qu'on veut poursuivre. Prenons moins de risques, lançons-nous. Et puis, donnons-nous la chance de réussir, c'est ça qui compte. Oui, effectivement, se donner la chance, quel plaisir et veut pas tranquillement, pas vite, on s'aperçoit aussi que les choses viennent se placer et on reçoit de l'aide pour continuer à se réaliser et à mettre en place notre société. Donc, oui. Et Martine, c'est sûr qu'une émission comme tu nous amènes, tu nous donnes des solutions et maintenant aussi des trucs, mais là, on va y aller avec 3 conseils importants pour justement partir à zéro avec une entreprise. Oui, d'abord, jamais faire de dette d'opération avant de réaliser des ventes. On prévoit le cash pour le démarrage, l'argent pour le démarrage, pour le pré-démarrage, mais on ne fait pas des dettes avant d'avoir le financement.
Donc, on commence par faire des ventes d'abord. Ça, c'est important, puis je ne veux pas explorer plus maintenant. Deuxièmement, on vend des bons produits. Combien d'entreprises de nouvelles technologies ou n'importe pressées par le marketing qui va pousser à vendre vont vouloir vendre des produits qui ne sont pas tout à fait finis ou les faire tester par les clients, qui vont se retrouver sous, les clients non satisfaits, sous des problèmes pour gérer finalement les produits vendus avec des retours si ce sont des produits physiques. Ça gruge beaucoup de temps. Donc, ayez quand même des produits bons ou des services bons qui vont satisfaire les fonctions essentielles auxquelles s'attend votre client. Ensuite, réduire les coûts de structure. Mais pour connaître son coût d'opération, pour produire ma fameuse trousse, oui. Combien de temps ça me prend, quelle fourniture ça me prend, où se situe mon seuil de rentabilité. Et puis, chaque heure que j'ouvre mon bureau me coûte combien? Il me coûte 20 $. Chaque heure où j'ouvre mon usine, ça me coûte combien? C'est ça qu'on veut connaître pour se situer au-dessus du seuil de rentabilité. Donc, certains l'appellent le break-even, comme en anglais. Peu importe, c'est le point mort, c'est le seuil de rentabilité. Comment je le dépasse? Et il faut avoir le budget donc de démarrage, satisfaire ses clients et dépasser ce seuil de rentabilité. Mais il faut le connaître et il faut savoir qu'il va changer à chaque étape de notre croissance. Des fois, on va vouloir produire plus, donc on engage plus de coûts pour une machine qui va produire plus. Notre seuil de rentabilité va s'élever. Donc, il faut être présent au cycle de notre entreprise. Être présent, effectivement. Wow, quel beau conseil. Et effectivement, quand on parle de vendre de bons produits et services, moi, j'en suis très conscient maintenant aujourd'hui parce qu'au début, je partais avec pas trop de conscience dans ce que je mettais en place. Je disais, ça se fait tout seul ou peu importe et je mettais pas l'énergie complètement nécessaire. Mais maintenant que j'ai décidé un choix de ce que je voulais mettre en place, j'ai décidé de mettre tout ce qui était de la technologie possible, en tout cas pour moi dans mon milieu, justement pour rendre un produit et un service de qualité. Et le succès vient aussi avec ce que j'ai décidé vraiment de moi m'impliquer à 100% dans ce que je veux être aussi en même temps. Donc, mais il manque plein de trucs que là, je vais aller apprendre avec les entrepreneurs proactifs. Et Martine, c'est vraiment extraordinaire, Martine, ce que tu nous apportes actuellement. Merci, merci. Je souhaite que ce soit utile, que ça aide les gens à réussir et à faire de l'économie locale, là où ils sont. Oui. Ça leur sert pour avoir leur salaire, pour avoir des idées géniales d'économie locale et de richesse locale. Chacun là où il est, c'est ça, mon but. Alors, vous pouvez me suivre toujours sur ma page Facebook. Pour l'instant, j'ai laissé encore mes profils LinkedIn et Agora, mais je suis en train de créer un nouveau site sur lequel vous aurez des informations. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Puis moi, je vous retrouverai la semaine prochaine avec un sujet sur l'ADN des entrepreneurs proactifs. Quel ADN que ça prend pour être un entrepreneur proactif? La semaine prochaine. Merci beaucoup. Martine Chagnin, merci beaucoup pour cette excellente chronique entrepreneur proactif à la web télé Les Voix du Cœur. Gratitude à toi. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre chronique d'action. Salut les amis.